Merci beaucoup. On est présentement auprès du bus qui va servir de réceptacle pour l'exposition. Donc l'exposition itinérante, une première dans la région de Kédougou. Vous savez que dans l'étude d'impact environnemental du projet Massawa, la société minière Sabo de la Gold Operation avait sollicité le travail de l'Institut fondamental d'Afrique noire IFAN, à l'université Cheikh Anta Diop, pour faire des études. Lors de ces études, il a été relevé que des fouilles archéologiques ont été faites 9 siècles avant Jésus-Christ, pour vraiment exposer cela dans la région de Kédougou. Demain, au niveau de la gouvernance, une exposition se fera sous la houlette de monsieur le gouverneur de la région de Kédougou. Quand vous savez, Sabodala, c'est dans la production d'or, maintenant entièrement financé. Ce travail qui va être une opportunité pour les élèves de la région de Kédougou. Vous savez que à partir de cette exposition, toutes les IEF vont recevoir ces métaux précieux, ils vont recevoir ces fouilles archéologiques qui vont être regardées par les élèves pour savoir l'importance. Jadis, toutes ces fouilles archéologiques-là sont basées au niveau du musée de Dakar, mais cette délocalisation-là va permettre aux élèves vraiment de voir, de constater ces fouilles archéologiques qui se font dans la région de Kédougou. Et c'est à travers le patrimoine au service de l'éveil à la science et à la technique, le savoir-faire des ingénieurs fondeurs de Kédougou anciens. Demain, au niveau de la gouvernance, en tout cas, c'est Kédougou 7 qui est aux aguets des bonnes informations, qui est venu ici pour vous donner la bonne information, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bienvenue à l'exposition Muséobus, organisée en collaboration avec SGO, Gold Operation, Sabodala. Donc cette exposition est révolutionnaire pour deux raisons. La première, c'est que presque toutes nos infrastructures culturelles sont plus ou moins concentrées à Dakar. Et donc la plupart des travaux de recherche qui se font ont tendance à tout amener à Dakar et à mettre dans les musées à Dakar, de sorte que les populations de la contrée ne bénéficient pas des informations qui sont contenues dans ces recherches-là. Donc l'objectif de ce projet d'exposition itinérante par un bus, c'est de faire de sorte que les savoir-faire documentés dans la région, pour que ces savoir-faire-là reviennent aux communautés vivant dans cette région-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est certainement peut-être le plus important. On a tendance dans nos pays à produire des savoirs extravertis. Et récemment, l'État du Sénégal encourage beaucoup le retour à la science, à la technique, à l'ingénierie. Mais le soubassement de ces savoirs-là vient très souvent de connaissances, de savoirs intellectuels venant de l'Occident. Et cette exposition doit et peut nous permettre de rompre avec ces pratiques-là et partir de notre propre patrimoine pour bâtir un savoir scientifique, technologique et une ingénierie locale. Ceci est important parce que dans le processus de la globalisation, chacun amène du sien en guise de participation. Si tu y vas les mains vides, tu es obligé de partir du patrimoine des autres. Et donc la métallurgie du fer nous offre la possibilité de mettre sur la table une technologie ancienne à partir duquel on peut bâtir tout un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir-penser. Et donc,
en faisant la prospection en 2017 dans le cadre des études d'impact pour Sabodala Gold Operation, on est tombé sur des ruines de fourneaux de réduction du fer qui nous donnent une opportunité unique pour expliquer à nos jeunes enfants l'ingénierie qu'il y avait à produire le fer à partir d'une roche, d'un caillou. Comment obtenir le fer. Et donc, lorsque Sabodala Gold nous a invités à faire la mitigation pour protéger, pour essayer de recueillir ces informations-là, on s'est dit qu'il fallait également partager cette information-là avec nos publics scolaires et universitaires pour permettre aux efforts du gouvernement dans le domaine de la science, de l'éducation, de la culture et de l'ingénierie, surtout, d'avoir ces éléments-là à partir desquels ils pourront bâtir, à partir de notre propre patrimoine, un savoir technologique à partir duquel on peut enseigner la science, la technique et l'ingénierie. Et la métallurgie n'est qu'un volet de ces savoirs-là. Il y avait beaucoup de savoirs de ce genre-là qui sont enfouis dans nos sites archéologiques, dans la nature, et que malheureusement, c'est des sites qui sont détruits au quotidien, sans qu'on même on s'en rende compte. Donc, lorsqu'on est intervenu, donc, ce que vous voyez là, c'était un amas de ruines, de fourneaux, avec des fragments de tuyères, des scories, de terre cuite, etc. Donc, c'est ce qu'on essaie de résumer ici rapidement, c'est que ces éléments-là. Maintenant, pour le processus qu'on appelle la chaîne opératoire, comment produire le fer, c'est là où vraiment on veut démontrer l'ingénierie de ces populations-là qui ont vécu à ces endroits-là depuis très longtemps. Et il fallait d'abord connaître les propriétés physiques et chimiques des roches pour pouvoir détecter lesquelles pouvaient produire le fer. Et donc, certainement, ils ont dû faire beaucoup de tests, d'expérimentation avant de pouvoir identifier spécifiquement les roches qu'il fallait. OK? Et à un moment donné, certainement, ils se sont rendus compte que des roches comme la latérite ou l'hématite pouvaient quand même, avaient des contenus assez importants de matières ferrugineuses permettant donc de produire du fer dans des conditions bien déterminées. Donc d'abord, ils ont extrait ces minéraux-là, ces matières premières, que sont la latérite et l'hématite. Ensuite, il y a eu un travail de concassage. Il faut casser, parce qu'il y a beaucoup d'impuretés dans le minerai brut. Il faut donc passer au concassage et ensuite faire un tri. Et donc, ils ont trié, ils ont pris les blocs qui étaient plus riches donc, en fer. Et ces minéraux-là, ces blocs-là, sont transportés près d'une infrastructure qu'ils ont construite, qui est un fourneau. Okay? Et je reviendrai sur ça. Mais avant ça, il faut du combustible. Donc, il faut chercher le combustible et c'est le bois. Et ce bois-là, vous avez le bois représenté ici, comment il procédait pour obtenir du charbon de bois. Là, le fourneau est assez intéressant parce que c'est une architecture assez spéciale qui est conçue spécifiquement pour ça. Et donc, ça relève aussi d'une ingénierie parce qu'ils ont compris qu'il faut de hautes températures pour faire fondre les cailloux, pour faire fondre les roches. Et donc, le fourneau permet de conserver cette chaleur-là de manière à obtenir ces hautes températures-là. Et donc, ils alternaient donc, les couches de minerais et les couches de charbon jusqu'à remplir le fourneau. Et ensuite, il faut mettre le fourneau en combustion. Il faut allumer, on allume le feu et par ces trous-là que vous voyez, ils plaçaient des tuyères pour accélérer le processus en introduisant l'air de manière forcée, en utilisant des soufflets, ou bien en laissant entrer l'air de manière naturelle si les conditions s'y prêtaient. Et donc, au terme de ce processus-là, à la température de 1200-1300 degrés Celsius, qu'est-ce qui se passe? Les cailloux ferrugineux, la matière première constituée par la latérite et l'hématite, se liquéfie et commence à fondre.
Et quand ça commence à fondre, le système était conçu de sorte à récupérer le fer. Et de l'autre côté, il y avait les déchets, les impuretés qui étaient récupérés comme des déchets qu'on appelle les scories. Et ce que vous avez là, c'est les scories. Et donc ça, c'est les déchets. Et si vous allez sur le site de Massawa, ce qu'on a vu là-bas, c'est les déchets. C'est les déchets et ces déchets-là sont constitués par ces scories-là et les fragments de tuyère qui étaient utilisés comme soufflets. Et donc, lorsqu'ils récupèrent maintenant ce fer qui c'est au moment où ça se liquéfie, la dernière étape, c'est comment, à partir de ce fer brut maintenant, avoir les objets dont ils ont besoin. Et ça, c'est une autre étape de la chaîne opératoire qu'on appelle le forgeage, le travail de la forge. Mais tout ce processus-là est presque un savoir qui n'existe plus aujourd'hui. En revanche, la forge que vous avez de l'autre côté ici est bien connue. Si vous demandez à la plupart des forgerons, ils ne savent pas d'où vient le fer, mais ils savent transformer le fer qui vient souvent de la ferraille, du fer importé, etc. Donc tout ce savoir-là est presque perdu. Et on a fait un test, on s'est dit on va essayer d'utiliser des gens qui s'y connaissent en langue nationale pour essayer de traduire la chaîne opératoire en langue nationale, pour expliquer ça aux populations aussi. Donc on a cherché des spécialistes du Pulaar, du Malinké et du Wolof pour leur demander d'expliquer ce processus-là qui vient des savoirs archéologiques. C'était vraiment difficile. On l'a réussi et on a enregistré, on va partager avec les communautés, mais c'était difficile pour eux pour trouver le vocabulaire technologique qui était associé à ce savoir-là. En revanche, le vocabulaire technologique associé au format, qui est la dernière étape de la chaîne opératoire, ils connaissent. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a perdu ce vocabulaire pour nous ignorons, peut-être que nous connaissons, mais c'est fort probablement donc lié au contact avec l'étranger et à l'arrivée en masse de produits ferreux qui étaient déjà prêts à être utilisés par les forgerons. Donc, arrivé à la forge, donc, le forgeron que nous connaissons a transformé donc, le fer brut obtenu du fourneau, il l'a transformé pour créer les outils utilisables dans l'agriculture, utilisables dans la pêche, utilisables dans les transports, utilisables dans la guerre et tout ce que vous voulez. Notre modernité tire ses fondements à partir de là. Les personnes que nous sommes aujourd'hui sont façonnées plus ou moins par le savoir technologique lié à la métallurgie du fer, parce que presque dans toutes nos activités, on a presque des objets liés à la métallurgie du fer. À la métallurgie du fer. Et c'est les objets surtout qui contribuent grandement à nos économies de production actuelles. Et donc, pour clôturer, après tout ce travail-là, nous nous sommes efforcés de reconstituer tout le processus depuis le minerai, les cailloux qu'on trouve dans la nature, jusqu'aux objets finis que nous consommons et qui peuvent être très variés et on ne peut même pas les énumérer. Je vous remercie. Issa Dabo, directeur en charge de la performance sociale au sein du groupe Indavour Mining. Donc on est là dans le cadre de cet exposé itinérante dans la région de Kédougou. Donc là nous représentons M. Abdul Aziz Sy, le directeur général de Sabodala Gold Operation, qui est vice-président au sein du groupe Indavour Mining empêché. Je pense que c'est d'autant plus important et là c'est une occasion vraiment réelle que Sabodala Gold Operation, qui est actuellement aussi membre du groupe Indavour Mining, de démontrer que c'est une entreprise socialement responsable, mais culturellement aussi responsable. Comme vous le savez, cette exposition itinérante est du fait de l'étude d'impact environnemental et social des opérations de Massawa, où lors de la recherche culturelle, donc on a commis
l'université Cheikh Anta Diop, à travers IFAN, avec le professeur Ibrahima Thiaw, pour mener vraiment cette étude. Donc, et lors de ces recherches au niveau du site, il a eu à découvrir quelques vestiges liés à la production de fer sur ce site. Et comme vous le savez, c'est très important. Et à la suite de ça, nous nous sommes dit, en tant qu'entreprise socialement responsable, et aussi une entreprise qui respecte aussi tout ce qui est identité culturelle, le patrimoine culturel, il est bon de prendre conseil avec ces experts en la matière qui sont venus faire des recherches, des fouilles sur le site. Et à l'issue de cela aussi, il est important, après ces fouilles aussi, de valoriser cela. Là, nous sommes au niveau de la phase de valorisation qui consiste aussi à informer, à partager ces résultats avec les communautés hôtes. Donc les communautés de la région de Kédougou, qu'ils sachent que très sincèrement, au-delà de l'or aussi, je pense que jadis, il y avait d'autres technologies, il y avait d'autres savoir-faire qui étaient dans cette localité. Et ça, c'est aux experts de l'IFAN de le démontrer à travers leur unité de recherche anthropologique et culturelle, d'ingénierie culturelle. Non, pas forcément les écoles. Hein. Je pense que l'école est importante, c'est très important. Parce que ça, c'est de l'enseignement, c'est de la technologie, c'est de l'ingénierie. Donc il faut que nos enfants soient fiers de cela. Savoir qu'il y a de cela des milliers d'années, que voilà, leurs parents, ce n'est pas des gens qui sont des... Voilà, c'est des gens qui ont vraiment eu à avoir une ingénierie vraiment réelle, de produire du fer à partir des minerais d'ici, de faire des armes, de faire des matériels de culture, etc., etc. Et ça, je pense que l'école est le meilleur moyen de véhiculer. Mais au-delà de l'école aussi, ils vont traduire pour que la communauté aussi essaye de prendre ça, que la communauté essaye de prendre ça pour son compte, d'en savoir encore plus. Donc on va faire des écoles, mais aussi on va faire les places publiques, les places de village, etc., etc. Que les gens vraiment partagent cette fierté. Nous, au niveau de Sabodala Gold Operation, nous sommes fiers. Nous sommes fiers pour cette raison. Nous sommes fiers pour les communautés qui nous ont laissé intervenir dans cette localité. Très sincèrement, nous devons, nous tous, de vendre cette destination Kédougou. Donc à travers, je pense que ça aussi, c'est notre industrie qui est là, qui est l'industrie culturelle, donc qu'on pourra peut-être demain, à travers des opérateurs, exploiter.